Et la vraie question, c'est comment peut-on être poétique en architecture? Comment peut-on créer de la poésie en architecture? Et comment fait-on pour justement jouer avec l'émotion en architecture et créer de l'émotion en architecture? Alors après, vous avez une pratique, on va dire, très diverse, très transversale, qui va de l'urbanisme en passant évidemment par l'architecture, mais aussi la scénographie, le design, etc. Donc vous allez jusqu'au bout, je dirais, de vos conceptions. Pour en venir à ce titre de la fabrique du souvenir, tu évoquais la question de l'émotion. C'est par contre là quelque chose qui est totalement assumé et souhaité dans le cadre de la conception de nos projets, quelle que soit l'échelle, quel que soit le type de projet. Faire en sorte que les personnes éprouvent quelque chose avec l'idée sous-jacente que voilà, ces émotions, ces pratiques, y compris une expérience unique dans le cadre d'une exposition temporaire, génère ces émotions et que avec le temps, il y a une forme de sédimentation des émotions, une sédimentation des impressions, des choses qu'on peut ressentir. Et c'est cela qui fabrique en fait le souvenir. C'est cela qui fabrique les repères des personnes. Un musée de folklore, c'est un concours qui a été lancé en 2010. C'est un bâtiment qui a été livré en 2019, l'année dernière. Un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés. Donc c'est une longue aventure pour un petit bâtiment très chargé en sens. C'est un projet qu'on a fait en association momentanée avec les architectes V+, en Belgique. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est que ce musée soit vraiment implanté dans la ville, qu'il soit une continuité de la ville. On est sur un tissu urbain du Nord avec ses friches industrielles et ses coursives, des bâtiments qui ont été démolis. Mais c'est surtout un bâtiment qui va se positionner vraiment sur le territoire et qui a vraiment un rôle à jouer dans le territoire. Et le musée existant était dans une maison la maison du directeur de l'école, de l'ancien directeur de l'école. Il était demandé de faire une extension de ce bâtiment. Bon, nous, on a été un peu les mauvais garçons et on n'a pas positionné le bâtiment à l'endroit où on nous l'avait demandé, donc en prolongement de ce bâtiment rouge, mais en fait, dans le prolongement du parc. C'est un bâtiment qui a été conçu en fonction de la collection. Ces objets sont des objets domestiques, des objets usuels, et on a souhaité les remettre dans cette dimension domestique, et en fait de faire un écrin qui soit à l'échelle de ces objets. On les a regroupés par thématique, et en fait, chaque thématique est devenue une salle, une pièce d'une maison. On est sur une trame de 5,30 m par 5,30 m pour des questions structurelles et économiques. Et dans cette trame, on a joué la question des hauteurs pour créer différentes situations au niveau du parcours. C'est un bâtiment qui est de briques et avec cette différente modénature, tout cholé de blanc. On a fait un travail avec Simon Boudvin, un artiste qui a eu, avec ce bâtiment-là, le prix triennal Lancevici. Il a identifié 8 bâtiments qui étaient en cours de démolition. De ces bâtiments, on a récupéré des briques et des briques de ces bâtiments ont été réintroduits dans la façade contemporaine. Les ouvertures de ce bâtiment sont créées en fonction du besoin scénographique à l'intérieur et de la relation des objets au paysage. Cette fenêtre-là, par exemple, a été placée à cet endroit-là parce que la thématique de ces objets-là était les travaux des champs. Et face à cette fenêtre, les ateliers pédagogiques qui sont menés par l'équipe du musée vont planter du lin ou vont planter du blé en fonction des différentes saisons. Le propos de l'exposition scénographique est surtout de présenter, de ne pas magnifier, de donner à voir, de donner à lire pourquoi un objet est ici dans le musée, quel statut il a. Et en fait, tout ce projet repose sur cette relation entre architecture, contenu. On est vraiment sur un projet fusionnel avec le point de vue et le contre-point de vue. En fait, on est dans une zone industrielle. Un menuisier est venu nous voir, un ami menuisier qui travaille dans cette zone industrielle. Et il nous a demandé de lui faire des bureaux, puisque en fait ces bureaux étaient dans des hangars extrêmement mal isolés, donc très froid l'hiver et très chaud l'été. Donc tout de suite, on s'est dit qu'il fallait qu'on oriente, qu'on amène tout l'imaginaire ailleurs,
qu'on vienne presque parachuter en fait tout un univers qui est autre que cette zone industrielle, comme une forme de presque un comme collage en fait, et qui s'inscrit totalement dans un registre hétérotopique, un autre espace, comme dirait Foucault, et la confrontation met en cause les règles originaires dans lesquelles ce système s'implante. Voilà, donc cette espèce d'animal qui vient se ramifier, c'est pour ce qu'on appelle les bureaux ramifiés. À l'occasion de ce projet, on a créé un arboretum, véritablement pour créer ce jardin dans cette cité industrielle, dans une zone industrielle, qui est dominée par le métal et de la tôle. C'est comme une sorte d'apparition quand on se balade et qu'on regarde de manière comme un travelling en fait, le passage dans cette zone industrielle. C'est comme une forme d'apparition en fait. Le projet s'est perché sur des troncs d'arbres légèrement écorcés. Donc un projet dont la charpente est entièrement en bois, en Douglas, et les parements en bois sont en mélèze. Donc c'est un projet entièrement en bois. Là on voit les connexions, en fait cet animal qui vient se connecter, qui vient finalement fédérer les deux hangars. Cet espace interstitiel est véritablement un espace de vie. Là ce sont des photos à l'inauguration, au moment de la construction. 10 ans après, ce projet, sa peau a travaillé, le projet est ridé. En fait, c'est comme un personnage qui est vieilli, qui a pris 10 ans. Un peu comme nous, il y a 10 ans. Voilà. Et sa peau s'est noircie, un peu comme l'écorce d'ailleurs du tronc, c'est assez drôle. Et puis, par endroits où la lumière n'a pas pu passer, la peau est restée à l'identique. Je trouve ça très beau, ce mélange finalement entre la peau noircie et puis la peau d'origine. Et surtout, on retrouve cette peau en sous-face. Et du coup, ça donne une atmosphère assez chaleureuse. Il y a un sentiment plus chaleureux une fois qu'on est en sous-face, puisque cette peau est restée rouge. Enfin, elle est restée rouge, jaune, rouge, chaude, quoi. Lodève est situé dans on va dire un territoire administratif, le Lodévois-Larzac, mais qui fait partie en fait d'un territoire plus vaste, des Causses et Cévennes, à l'ouest de Montpellier. C'est un territoire d'une richesse géologique assez incroyable. C'est un territoire qui est d'ailleurs classé patrimoine mondial à l'UNESCO. C'est une toute petite ville avec une trame médiévale qui regroupe quelques bâtiments importants, quelques bâtiments phares, notamment des équipements culturels, une très très belle cathédrale. Et en fait, le projet consistait à intervenir sur un musée existant. Voilà, le musée tel qu'il était, c'était un musée très très peu ouvert sur la ville, très engoncé en fait avec cette extension là le long de la rue. Il a été possible d'engager des travaux qui ont permis d'abord de redonner un petit peu plus d'espace urbain, mais également de doubler les surfaces. Le travail s'est notamment porté, puisque ce musée est dédoublé, puisqu'il occupe beaucoup plus de volume, changer également son centre de gravité, c'est-à-dire repositionner l'entrée par le biais d'une démolition d'un bâtiment qui jouxte l'hôtel particulier de Fleury, donc un hôtel du XVIIe siècle, en partie classé. Cette démolition a mis à jour en fait une faille, une sorte d'espace résiduel, point de contact entre l'intérieur du musée, l'intérieur de ces espaces et l'espace public dégagé, réouvert. C'était aussi une manière de redonner une pleine perception du volume originel de cet hôtel particulier. Et donc, on distingue cette faille traitée en acier brut qui signale l'entrée et qui invite les visiteurs justement à découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur. Les différents parcours d'exposition, avec au rez-de-chaussée un petit parcours consacré à Paul Dardet, l'enfant du pays, un sculpteur, un dessinateur, mais vraiment de très très grand talent, qui a été en partie formé auprès de Rodin. Un parcours lié à l'archéologie, et donc une sorte de retour en arrière sur 1 million d'années et sur les différentes traces d'occupation humaine sur ce grand territoire. Il fallait des expositions temporaires. Elles sont à cheval entre le vieux bâtiment et la partie contemporaine. Et enfin, grand parcours permanent consacré à la paléontologie. En rentrant dans le musée, les visiteurs en fait font face à voilà, une complémentarité, une sorte de dualité au niveau des matières. On lit en permanence ces vieilles pierres avec cet enduit à pierre vue et puis une nouvelle minéralité, une minéralité contemporaine, c'est-à-dire ce béton brut de décoffrage. C'est un musée qui représente son territoire, c'est un musée qui présente son territoire. Et finalement, c'est l'idée que le récit qui lie ces trois collections
où en fait il est vraiment question d'empreintes, de traces, de mémoire, caractérise la modénature même du musée par le biais de l'utilisation de ces matières. Et voilà, alors ça nous intéresse toujours évidemment quand le public est là, quand les enfants sont là, quand ils expérimentent différents dispositifs, alors très tangibles, des présentations d'ossements pour parler de sépulture, ou au contraire des cartes en relief avec des mappings dessus qui apportent des éléments didactiques. Vous avez gagné le prix AEMO, je crois, sur ce musée-là. Et le prix AEMO, c'est un prix qui récompense le dialogue et l'échange qu'il y a entre l'architecte et son maître d'ouvrage. Vraiment la chance qu'on a eue, par exemple à l'occasion de ce projet, il y en a eu d'autres d'ailleurs à l'agence, c'est une estime commune. C'est beaucoup d'estime et ça nous a aidé à franchir toutes les étapes de blocage politique, de contestation, de difficultés de financement. On a pu élaborer mois après mois, année après année, les parcours, les aménagements, mais également participer à des questions liées à la médiation, participer à des questions même liées à la production des dispositifs multimédia. Voilà, il y a eu énormément d'échanges, mais ça a aussi pu fonctionner parce qu'il y a eu l'implication de tous.